Bonjour à tous, on se trouve dans le simulateur de vol avec Arnaud, Bonjour. notre fier pilote professionnel avec ses 4000 heures de vol, et Xavier avec ses bonnes quarantaine d'heures de vol sur planeur en 1999. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la mise en route de l'avion, sur la mise en route d'un Boeing 737. C'est notre simulateur, la version NG. On n'est évidemment pas sur une mise en route professionnelle, on est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Premier bug, évidemment, on est déjà sur la piste. Normalement, on ne ferait pas la mise en route sur la piste, on serait plutôt au contact. Alors, quels sont les premiers boutons? Alors pour démarrer un avion, alors comme tu as dit, hein, c'est en général. Là on a un support, c'est un Boeing 737. On va pas appliquer exactement la procédure de mise en route d'un Boeing 737. Donc à tous les copains qui sont sur la machine, désolé, hein, on va faire beaucoup d'entorses aux vraies procédures. Mais c'est le principe. Alors, le principe, on arrive dans l'avion, tout est éteint. Voilà, je réinitialise tout est éteint, tout est sur off. Normalement là c'est pas éclairé, mais bon, le simulateur ne le simule pas. La première chose à faire, c'est on va parler que la partie technique de l'avion, d'accord? Donc on va mettre la batterie en route. Pour mettre la batterie en route, on va simplement rabattre un cache ici, batterie. D'ailleurs c'est un bouton qui est protégé par un cache pour éviter de l'éteindre ou de l'éteindre sans le vouloir. Il faut faire deux actions, un j'enlève le cache et deux je mets le bouton sur off. Et si on rabat le cache, ça met le bouton sur on. Parce qu'en vol, si on coupe la batterie, ça peut être embêtant. On va d'abord mettre la batterie en route. La batterie, on ne travaille pas dessus. La batterie est simplement là pour mettre les systèmes, les autres systèmes en route. En mettant la batterie en route, ça va sonner, il va y avoir une alarme disant attention, vous êtes sur batterie. Restez pas sur batterie plus d'un quart d'heure parce qu'après elle sera vidée, et pour changer une batterie sur un avion comme ça et sur tous les avions en général c'est assez compliqué, ça peut prendre du temps. On mettra la batterie en route, on va avoir une alarme et après on va directement brancher l'APU qui est l'Auxiliary Power Unit. Alors l'APU, très souvent quand les passagers embarquent dans un avion, les moteurs sont coupés, mais il y a du courant à bord, de l'électricité à bord et de l'air. Et ça c'est généré par un petit réacteur qui est à l'arrière. Alors ce petit réacteur n'est pas là, dans la queue de l'avion. Ce réacteur n'est pas là pour donner de la puissance au décollage, mais simplement là pour donner de l'électricité et de l'air. Et l'air, on va en avoir besoin déjà pour ventiler dans l'avion et pour démarrer les moteurs. Et il y a aussi une autre possibilité, je permets d'ajouter, quand on a l'aéroport qui a lui-même, on peut se brancher sur l'aéroport pour avoir l'électricité. Ouais, Ground Power Unit. Alors le problème du GPU, c'est payant. Oui, mais le pétrole aussi. Okay. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, on va brancher la batterie, on va avoir une alarme pour nous rappeler qu'on est sur batterie, et après, tout de suite après, on va mettre l'APU en route. Avant de mettre l'APU en route, on va quand même, après, mettre une pompe fuel. Donc, c'est une pompe, celle-là, qui va prendre du kérosène pour l'emmener à l'APU. Okay. C'est un peu comme la pompe fuel de la voiture. Alors on branche l'APU, donc je rabats le cache, ça sonne, c'est normal. On branche notre pompe fuel, voilà, et on va allumer l'APU. Alors il y a trois positions, off, on et start. Alors on appuie un coup sur start, il y a toute une procédure qui se met en route. On prend en général un top chrono pour voir combien de temps ça met pour se mettre en route, donc c'est le constructeur, oui ça c'est la température. Température qui monte. On a des voyants qui s'allument. Voilà. Et on a un voyant ici qui s'allume, nous disant on a de l'électricité disponible de l'APU. Donc l'APU tourne. Alors je le branche, ça va couper l'alarme. L'APU tourne. En tournant, elle va faire tourner des génératrices. Les génératrices, en tournant, va générer du courant électrique qui va être après contrôlé par un contrôleur de tension. Et on a deux générateurs. Donc là, on en a branché un. On va brancher le deuxième. Alors c'est des générateurs qu'on peut utiliser en vol en cas de secours. Si on a le générateur principal du moteur gauche ou du moteur droit qui tombe en panne, il faut toujours avoir deux générateurs branchés sur l'avion. Donc si, mettons en vol, on a ce générateur qui est branché sur le réacteur droit, tombe en panne, on rallume l'APU et on va brancher ce générateur de secours du coup. Hein, l'APU, on peut l'utiliser en secours aussi en vol. Et donc on a vu là tout à l'heure, au moment où tu as appuyé sur ce bouton, instantanément on a les écrans qui sont devant nous. Voilà, on a l'essentiel qui sont allumés. Alors pour l'instant rien n'est initialisé, donc on n'a pas grand chose sur nos écrans. Donc là on a allumé l'APU, il reste plus qu'à allumer les moteurs. C'est tout.
Voilà. le plus simple. Pour allumer les moteurs, alors je parle pas de la partie instrumentation, d'accord. Pour allumer les moteurs, rebelote, on va devoir mettre les pompes sur on. Il y a 3 réservoirs sur cet avion. Un réservoir sur l'aile, ah tiens regarde, on peut le voir ici, ça c'est représenté le réservoir sur l'aile gauche, le réservoir de kérosène sur l'aile droite et le réservoir central. Il y a un ordre pour faire consommer les réservoirs, on en parlera plus tard peut-être. Sur chaque réservoir, il faut des pompes qui amènent le kérosène au moteur. Et il y a 2 pompes par réservoir. On a déjà mis une pompe fuel sur le réservoir gauche, on va mettre la deuxième, et on va mettre les 2 pompes fuel sur le réservoir droit et 2 pompes fuel sur le réservoir central. Cet avion, quand il y a du kérosène dans le réservoir central, les 2 moteurs vont prendre du kérosène dans le central, c'est automatique. Et quand le réservoir central sera vide, automatiquement, chaque moteur ira prendre le moteur gauche sur le réservoir gauche, le moteur droit sur le réservoir droit. Il y a moyen aussi, si on a besoin de transvaser du moteur du réservoir droit au gauche ou du gauche à droite, il y a moyen de faire du crossfield, on appelle ça, de transférer du kérosène. D'ailleurs, on a un petit bouton ici, crossfield, qui est là pour pouvoir faire les transferts de kérosène. Pour allumer les moteurs, on va prendre de l'air de l'APU. Donc actuellement, l'APU nous alimente en électricité et en air dans l'avion. On va prendre de l'air après de l'APU. Et c'est pas le bon exemple, il manque des moteurs sur cet avion. Bon, il ne reste plus qu'un dans la poche, on va allumer celui-là. Donc en plus, c'est pas le bon modèle d'avion. On va prendre de l'air de l'APU et on va injecter de l'air dans ce moteur. On va souffler dedans. Par effet éolienne, le moteur va se mettre à tourner à sec parce qu'il n'y aura pas de kérosène dedans. Donc il va tourner. Et une fois qu'il va arriver à un certain pourcentage de nombre de tours, on va pouvoir injecter du kérosène dans le moteur, dans la chambre de combustion, plus des étincelles. Une fois que le kérosène va arriver dans la chambre de combustion avec les étincelles, il va y avoir combustion. Comme le moteur sera déjà entraîné, il y aura déjà un cycle d'air, eh bien l'air chaud va se dilater et va poursuivre le même sens de circulation d'air à l'origine, et le moteur va se mettre en route. Et après on va couper l'arrivée d'air de l'APU et on va couper l'étincelle dans le moteur. C'est un peu comme un briquet. Une fois que le briquet est allumé, on n'a plus besoin de l'étincelle du briquet pour que la flamme s'entretienne. Ok. Alors, on a les pompes sur on. On va prendre, hop, j'initialise, on va prendre de l'air de l'APU. Bleed, c'est tout ce qui est gestion d'air. Alors on va prendre de l'air de l'APU, on ouvre une valve au niveau de l'APU, une valve d'air, la valve d'air s'ouvre. Donc là on peut prendre de l'air de l'APU. Et là on va demander à l'avion, donc Engine Start, c'est pour démarrer les moteurs. Ça c'est pour faire des démarrages de moteurs. On va le mettre sur GRD, Ground, donc pour démarrer le moteur au sol. Donc là on appuie ici. On voit qu'ici, marqué Start Valve Open, ça veut dire qu'il y a la valve du moteur droit d'air qui s'ouvre, et on va injecter de l'air dans le moteur. On voit que là, le moteur commence à tourner. On entend le bruit là qui monte. On entend le bruit, et arrivé, alors suivant les constructeurs, ici c'est à 20%, on va injecter le kérosène. Le kérosène, on a déjà de la pression dans les gaines de kérosène, mais on n'a pas ouvert le robinet au niveau du réacteur droit. Donc là, le kérosène est prêt à aller dans le moteur droit, mais on n'a pas encore ouvert le robinet de kérosène. Et là, moteur droit, donc le 2, on va ouvrir le robinet de kérosène, hop, dans le moteur droit, et on voit qu'ici, la température du moteur commence à augmenter. Ça va. Alors il faut faire attention, il ne faut pas dépasser une certaine limite, donc à chaque fois, on garde la main sur le robinet de kérosène, parce que si la température augmente trop fort, on coupe l'arrivée de kérosène et ça va arrêter instantanément la montée de température du moteur pour ne pas le détruire. Après on refait une ventilation à vide pour rafraîchir le moteur et on relance la mise en route. On prend bien sûr toujours un top chrono quand on lance le moteur, parce qu'il y a un temps à respecter donné par le constructeur. Si le constructeur nous dit il faut 30 secondes pour allumer, par exemple qu'au bout d'une minute c'est toujours pas allumé, c'est qu'il y a un problème. Là le moteur est allumé, on a la température qui est redescendue à 460 degrés, puisqu'au début on avait une quantité de kérosène et le moteur tournait faiblement, donc il n'était pas assez ventilé, donc c'est pour ça que la température monte, et après le moteur commence à prendre son régime de croisière et bien ventilé, du coup ça fait redescendre la température. La mise en route s'est bien passée. Et on a le petit bouton ici qui s'est remis tout seul sur off.
Le fait de mettre sur ground, ça permet d'ouvrir la valve d'air et de mettre de l'étincelle dans la chambre de combustion. Quand on injecte le kérosène avec l'étincelle, il y a combustion, comme un briquet. Hein, si on allume le gaz du briquet, il ne se passe rien. Si on met des étincelles, il y a une flamme. Après, on peut arrêter l'étincelle, mais la flamme continue. Donc là, on a arrêté l'étincelle. Voilà pour le moteur droit. Ben, c'est la même chose pour le moteur gauche. On a de l'air. On a de la pression au niveau du kérosène. Et bien là, on va ouvrir la valve d'air au niveau du moteur gauche, du 1. On regarde ici, on prend un top chrono. On regarde ici que le pourcentage par effet éolienne, donc le moteur tourne, effet éolienne, le moteur tourne et arrivé à un certain pourcentage, on va injecter le kérosène. Donc là il y a des étincelles qui sont dans la chambre de combustion. Hop, là on ouvre le kérosène, avec les étincelles il y a combustion, la température monte, on regarde, on fait attention que ça ne dépasse pas une certaine valeur. Hop, moteur reprend du régime, donc du coup la température diminue. On a entendu le clac du bouton de mise en route qui s'est arrêté. On regarde que les paramètres soient bien stabilisés. Et la procédure de mise en route des deux moteurs est terminée. Ok, et là donc on voit la puissance moteur qui est affichée ici, on est à 21%. Oui. C'est 21% du fan, du gros fan, de ce qu'on voit devant. Quand on se met devant le moteur, il y a les ailettes qu'on voit s'appellent le fan. Et le pourcentage de puissance de ce fan, c'est ici, au ralenti, c'est à peu près 21%. Une fois qu'on a les moteurs en route, on va pouvoir prendre l'électricité des moteurs et non plus de l'APU. Donc c'est pareil, c'est la gestion des générateurs, c'est ici. Donc là actuellement on est branché sur les deux générateurs de l'APU, mais en vol il faut le couper l'APU. Donc on peut l'allumer en vol si on a un problème, mais là en vol normal on le coupe. Donc là on va brancher le générateur 2, tac, et le générateur 1, donc le 1 c'est moteur gauche, le 2 c'est moteur droit. On dit 1 et 2, on dit pas gauche-droite, parce que si quelqu'un est en face, on dit on démarre le gauche, il a plus savoir si c'est le gauche, c'est le sien, donc on dit le 1 et le 2. Et le générateur du 1. Du coup l'APU lui s'est déconnecté au niveau du générateur, donc c'est en bleu, il dit moi je suis toujours là, je suis disponible, si vous avez besoin de moi. En bleu c'est si tu as besoin de moi, je suis disponible. Et puis on va chercher de l'air, maintenant on a de l'air de l'APU, mais il nous faut de l'air des moteurs pour pressuriser l'avion, dégivrer l'avion. Donc on va prendre l'air de moteur 1, l'air du moteur 2, on va couper l'air de l'APU, et on va aussi mettre un système d'air qui s'appelle les packs, c'est pour pressuriser l'avion et donner de l'air dans la cabine. On va couper l'APU, donc on va mettre sur off, et on perd rien, on perd pas d'air, on perd pas d'électricité. Ensuite, alors, normalement on le fait avec des checklists, les mises en route, on vérifie. Bon là comme on ne cherche pas à coller sur une vraie mise en route de ce type d'avion, on le fait un petit peu, c'est une mise en route générique. On va brancher des systèmes d'aide au pilotage qui s'appellent le U-Dumper pour les connaisseurs. On en parlera peut-être plus tard. Comme ça. Ensuite, on va mettre un système électrique pour la cabine. On va attacher les passagers, le petit don que tout le monde aime bien entendre. Mettre des systèmes de dégivrage de l'avion. Donc on dégivre les pare-brises, c'est toujours dégivré. Et les tubes pitot pour les vitesses, les prises et vitesses. Ensuite, on va mettre aussi les systèmes électriques de pompe électrique hydraulique. Donc tout ce qui est commande de l'avion, c'est comme sur une voiture, l'embrayage, la direction c'est hydraulique. L'avion c'est pareil, on ne peut pas piloter l'avion directement en prise directe avec les ailerons. Donc on a un système hydraulique qui nous aide. Le système hydraulique marche avec ce système. Donc il y a deux circuits sur ce type d'avion, il y a deux circuits hydrauliques qui sont en route. L'un marche sans l'autre et un système hydraulique peut alimenter tout l'avion. Donc si même on perd un système hydraulique, c'est pas grave. Et chaque système hydraulique ont deux types de pompes différentes. Donc là c'est une pompe mécanique qui est prise directement sur la boîte accessoire des moteurs. Donc le moteur tournant fait tourner des systèmes qui fait tourner une pompe hydraulique. Donc ça nous met de la puissance au niveau des commandes. Et on a une pompe hydraulique électrique qu'on branche pour le système A et pour le système B. Ensuite, on a géré notre air, l'air dans l'avion, bien avant la mise en route, et ça j'ai oublié de le faire parce que j'ai pas suivi la checklist et je l'ai fait de mémoire, et on fait jamais une mise en route ou jamais rien de mémoire.
Enfin, jamais rien. Les choses d'urgence, on les fait de mémoire, mais sinon, les choses, mise en route, tout ça, on les fait avec la checklist et à deux. Donc, j'ai oublié de mettre, avant la mise en route, le système anti-collision. Donc, c'est les voyants rouges qui clignotent. Et quand les voyants rouges sur le parking s'allument sur un avion, ça veut dire que l'avion va mettre en route ses moteurs. Puis après, on peut mettre les phares de roulage. Donc voilà, là, l'avion est en route et prêt à partir si on ne regarde pas tout le système de navigation. Super. Et donc ensuite, alors là on va pas le faire parce que c'est un petit peu plus long, mais si on faisait par exemple, là on est à Nice, si on voulait aller en Italie quelque part, quel est l'équipement qu'on configurerait? Donc pour faire la navigation, on va aller chercher les routes qu'on va prendre suivant la destination, si on fait un départ au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de l'aéroport, donc il y a des routes à respecter. On va voir aussi les routes d'arrivée sur l'aéroport de destination, et entre les deux, il y a des cartes qui s'appellent des routiers basse et haute altitude pour voir les routes qu'il va falloir suivre. Une fois qu'on a regardé les routes à suivre, qui sont publiées par l'organisme aéronautique, on va rentrer dans l'ordinateur de bord, et l'ordinateur de bord, hop, on arrive dans une page dans laquelle il a marqué ici origine, destination, il faut dire le terrain d'origine. Alors tous les terrains comportent 4 lettres. LFMN, alors tout ce qui est LF, c'est les terrains français. MN, c'est Nice, PO Orly, PG De Gaulle, et PB le Bourget. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé, donc on écrit ici LFMN, donc ça c'est Nice. On l'écrit ici, on le copie là. Bon, il était déjà copié. Hein. Et après, on va sélectionner la route, la piste sur laquelle on va décoller. Donc, il y a différents types de pistes. La 04 gauche, droite. La 22 gauche, droite. Alors, 04, c'est parce qu'elle est orientée au 0,41 degrés. C'est l'orientation magnétique. Voilà. Donc, tout ce qui est entre 0,38, enfin 0,36 et 0,44, ça va être 0,4. La piste 04. Donc, tout ce qui est piste 22, c'est du 215 jusqu'au 224. Ouais. Et c'est pour ça que parfois les pistes changent de nom parce que alors oui, parce pôle que magnétique. Oui, c'est l'orientation magnétique, ouais. Voilà. Mais bon, elles n'ont pas changé géographiquement. Donc on choisit la piste 04 gauche parce que là on est à gauche de la piste. Hop, donc ça apparaît ici. Le fait de sélectionner la piste de décollage et d'arrivée, donc là j'ai repris la même à l'arrivée, 04 left. Bon, ben, ça va nous la faire apparaître sur le Navigation Display, le ND. Donc ça c'est pour la navigation. Et on voit ici, je vais te faire un zoom. Voilà. Alors juste pour expliquer, il y a différentes couleurs qui correspondent au relief qui est autour de nous. Là on est sur l'aéroport de Nice, je regarde dehors, donc évidemment on voit qu'il y a des montagnes. Et sur la droite, c'est plutôt la mer, donc c'est pour ça qu'on a le noir qui est en dessous de nous, le jaune et le rouge qui sont plus hauts que nous. Alors le rouge ça veut dire que là si on fait rien et qu'on avance... Oui. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est pour éviter ce qu'ils appelaient le CFIT, le Control Flight into Terrain. C'était des pilotes qui en fait étaient un petit peu perdus dans la situation. Alors on parle des années 70, qui n'arrivaient pas à savoir justement s'ils étaient plus haut, plus bas, parce que notamment il y a des exemples très connus où le pilote était entré dans une vallée parce que le contrôle aérien avait été cassé en Amérique centrale à cause des rebelles. Je crois que c'était en Colombie. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça dans lesquels finalement les pilotes s'étaient un petit peu perdus, ils avaient confondu l'entrée dans une vallée et donc on avait installé ce système qui permettait de réduire les collisions, le CFIT qui était le première cause d'accident humain une fois qu'on avait balayé tous les éléments techniques qui existaient déjà quasiment plus à cette époque-là. Ouais. Top. Écoute, est-ce qu'on est capable de décoller? Alors oui, tu veux aller où? Ah bah, on décolle. D'accord, on décolle. On va faire de l'aéroclub. Alors pour le décollage, il y a quand même sur un avion, il y a la base à respecter, c'est déjà, est-ce qu'on a suffisamment de kérosène? Oui, pour la mission qu'on doit faire. Oui. Est-ce qu'on a le réservoir de kérosène ouvert? Les deux. Oui. Le sont, oui. Est-ce qu'on a les pompes sur on? Oui. Ça, c'est vraiment la base de la base. Que ce soit un petit avion d'aéroclub ou un A380 ou Concorde ou 747, 37, c'est la base qu'il faut avoir. J'ai du kérosène. J'en ai, et en plus, il alimente bien mes moteurs. Ça, c'est déjà ça. Est-ce qu'on a les volets pour décoller? Alors, les volets, c'est bon, pas la peine d'expliquer. Oui, on les volets, en gros, quand on vole à basse vitesse, il faut avoir les volets sortis, parce que basse vitesse, il nous faut une aile qui soit plus grande.
Bon, on l'expliquera en détail dans une prochaine vidéo. Donc, les volets, on va les mettre sur 5, si tu veux. Alors, voilà. Hop. Sur 5, garde ta main ici jusqu'à temps que... Voilà, moi, mais il faut quand même qu'il y ait un contrôle. Donc, l'action, on dit action, vérification. Action, tu as sorti les volets. Maintenant, on va contrôler. Et ici, je zoomerai sur une prochaine vidéo, on a effectivement la position réelle des volets qui s'affiche. Et donc, les volets sont sortis à 5. Voilà. C'est comme un enfant. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Oui, ben on va quand même vérifier. Voilà, donc action, vérification, on a bien les volets à 5. La manette de train atterrissage, comme c'est un avion qui est train rentrant, elle est bien sur down. Parce que si on la mettait sur up, sur rentrée, sur sortie, si on l'avait mis sur rentrée, le train atterrissage ne va pas rentrer au sol. Sauf que avec l'accélération, l'avion va prendre de la sustentation, voilà, la portance. Du coup, le poids sur le train d'atterrissage va être de plus en plus léger. Et à un moment donné, le train va rentrer. Et là, on va terminer sur le ventre. Donc, il faut. Dommage parce que dans les Simpsons, quand Homer appuie sur le bouton, les trains rentrent. Ça marche pas comme ça. Déception, les Simpsons sont pas crédibles. Ah mince, c'est une vérité que je voulais pas entendre. Et puis les aérofreins sont bien enclenchés. Les aérofreins, c'est les parties qui sont sur l'aile pour freiner l'avion. Et le freinage automatique sur RTO, Retracted Takeoff. Bon. Au cas où on a besoin de freiner, comme ça ferait le frein automatique au maximum. Voilà, mais je crois qu'on avait déjà parlé de RTO dans la vidéo, pas avant ou après V1. V1, exactement. Je vous remettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, moi ça me fait loucher de mettre les freins de parc sur la piste. Normalement, on et fait comme pas tu l'as dit, hein, ça se met pas sur la piste. Je les rentre. Oui. J'enlève les freins de pas. Donc là, c'est le frein à main de l'avion. Voilà. Sur le vrai avion, hein, ça se fait pas à la main, c'est au pied. On freine, on surpasse les freins, et clac, ça s'arrête. Parce qu'ici, il faut savoir qu'on a des pédales sur les pieds qui nous permettent de freiner. On a les freins qui sont au bout des pieds et qui permettent aussi de tourner à droite et à gauche. Ça se fait pas avec le volant quand on est au sol. Il y a une roulette ici qui se trouve sur ma gauche. Je fais un petit zoom dessus qui permettent de s'orienter quand on est au sol, mais on peut aussi s'orienter en tournant à droite et à gauche. Je vous montre juste la jolie manette qui est sur ma gauche. Voilà, et donc ça permet d'orienter la roulette de nez de l'avion pour pouvoir se diriger quand on est au sol, par exemple pour retourner au parking. Donc là, je précise pour les puristes que c'est pas une procédure normale. D'accord, on est arrivé comme ça, on n'a pas respecté les vraies checklists, donc il y a sûrement eu des oublis de ma part. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Allez, tu te débrouilles. Allez, j'affiche combien? 60? Alors, on va commencer donc à 40% de N1. Alors... Donc, on va prendre 40% du moteur gauche et du moteur droit, du 1 et du 2. 40%, je freine. 40% de N1. Bah, si tu veux, je te filme. Ouais, non, mais regarde. Hop, j'ai avancé. 40% de N1. 40. On voit... J'ai affiché 40, on voit le petit triangle là. Ouais, ça monte réellement. C'est la demande à 40, on a bien 40%. Le fait de faire un palier à 40%, ça permet de voir s'il n'y a pas de vibration ou de problème de température, de pression d'huile. Ça permet de stabiliser les moteurs à 40%. Comme ça, quand on mettra pleine puissance, les moteurs seront déjà assez costauds pour arriver en même temps à 90%. Parce que si on fait 20% à 90%, il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Par contre, de 40% à 90%, ils vont partir en même temps. Et puis ça évite les pompages. Sur des avions modernes comme ça, avec le FADEC qui gère la puissance, la montée électronique des moteurs, il n'y a plus de pompage. Hop. Allez, écoute, tu vas mettre 40%. Normalement, on fait un briefing avant départ, un briefing sécurité. On parle à la tour de contrôle aussi. On parle à la tour de contrôle. On a été autorisé. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On l'a pas dit, mais on l'a fait. Allez, mais donc 90% de puissance. Donc là, j'affiche comme tout à l'heure 90%. L'autre main sur le manche, ta main ici avant, juste avant V1. Voilà. Les pieds sur les palonniers. Hop. Pour pouvoir tourner. Alors le simulateur est très difficile au roulage à piloter. Il est même plus difficile que le vrai avion. Ouais. La puissance. Alors moi je regarde dedans. Tu continues à bien regarder dehors. Je regarde dedans. Je regarde que la puissance de décollage est bien affichée. La vitesse est active. On a passé 80 nœuds top. C'était comparé. 80. Ouais. Bien sûr, on avait annoncé les vitesses V1, VR et rotation. Donc là, on arrive à V1 et deux mains sur le manche et rotation. Voilà. Je prends un angle de décollage 15. De 15 degrés. Une fois que tu as plus la piste, c'est qu'on a décollé. 10. Tu peux chercher, voilà,
tes 15 degrés d'assiette. 15 degrés. Je te dis que le vario est positif, c'est-à-dire qu'on est en train de monter, tu m'annonces de rentrer le train d'atterrissage. Rentre le train d'atterrissage, Voilà. voyons. Donc c'est toi qui gères, c'est toi le chef d'orchestre. Eh bien, je vais rester dans l'axe à 15 degrés de montée. Ouais, et puis même maintenant, si tu veux, on peut faire un virage par la droite, donc tu peux me demander cap au 180. Allez, cap au 180. Donc j'affiche, on attends un affiche petit 180. peu. Voilà. Devant moi, j'ai un petit indicateur qui va s'afficher, qui va me donner l'angle. Là, je suis un peu au-delà de 15 degrés. Mais Alors là, j'ai j'ai affiché 180, tu vérifies pour voir si j'ai pas fait de bêtises. 180 affiché, et je vais juste vous montrer pourquoi est-ce que c'est intéressant. C'est parce que devant moi, sur cet écran de navigation, on a ce grand trait rose qui va me donner, en fait, on veut aller au 180, donc on veut s'aligner sur le trait rose. Je vais faire un virage vers la droite. Et vous voyez mon angle, tiens, je te laisse les commandes. Oui. Ici, on a notre angle de virage, notre rayon de virage qui s'affiche. Et on va s'orienter sur le trait rose. Vous voyez, toute la carte est en train de tourner. Effectivement, quand on regarde par la fenêtre, on est en virage, on croise des petits nuages. Et on va donc s'orienter. Notre altitude est en train de monter. On va demander 6000 pieds, comme ça, à titre indicatif. Notre vitesse à 170 nœuds. Juste ici, on a le vent, l'orientation 105 et sa force 5 nœuds, ce qui nous donne une vitesse dans l'air et une vitesse par rapport au sol, ground speed, true air speed. Alors dans la vraie vie, on a des paliers d'accélération, donc on va dire qu'on a passé le palier d'accélération, on dit bug up, donc on cherche une vitesse de 220 nœuds. Hop, 220 nœuds, c'est affiché. Hop, affiché, tu vérifies? Affiché. Ok, Vérifié, donc là merci. on va accélérer l'avion, on passe 170 nœuds, donc là on peut rentrer les volets à 1. Je te rends, pardon. Les volets sont rentrés à 1. Alors ils sont en train de rentrer. Ici, ils sont en train de rentrer, donc on voit l'affichage réel de sortie des volets. De rentrer. Ici, 1000 on a- pieds avant. On arrive bientôt à 6000 pieds. On a entendu l'alarme d'altitude. Et on a passé 190 nœuds. Volet sur up. Tu viens de rentrer les volets, et donc ils sont ici maintenant à 0. Et on va intercepter. Donc on va accélérer à 250 nœuds. Ça te va maintenant? Ça me va très bien. Voilà, 250 affichés. C'est bon pour toi? C'est affiché, vérifié. Et là, on intercepte les 6000 pieds. Alors là, on a fait un départ sans le directeur de vol, sans la petite aide, la croix, qui nous dit ce qu'il faut faire. On le fait à On fera l'ancienne. ça la prochaine fois. Ouais. Et là, juste pour vous montrer, le petit trait rose que je vous ai montré tout à l'heure, notre trajectoire qu'on voulait, voilà, on est aligné dessus. C'est magnifique, on est parti pour un vol. Et maintenant, on va profiter de notre petit voyage, tous les deux. Tranquille. Ah, on est bien ici. Hein. C'est beau l'aéroclub. Allez, Arnaud, c'est vraiment merci. de l'aéroclub. Merci à toi. C'était une belle mise en route. Checklist Vas-y. après décollage quand même. Checklist Faut après terminer les décollage. On choses. finit. On a fait Vas-y. le décollage, faut le terminer. Donc la check après décollage, on a les checklists sur le manche, On a les fini checklists devant nous. normales, voilà. Donc tout ce qui est pression d'air, c'est bon, ça pressurise. Le train atterrissage chez Boeing, il faut le mettre sur off. Vas-y. Allez, il faut Ça veut dire que tirer, les pompes- on le met au milieu, Voilà. on le lâche, ce qui évite d'avoir la pompe qui tourne en permanence pour Voilà. regarder vers le haut. Parce que là, le train atterrissage, il est rentré et verrouillé, donc il va tenir position haute par des verrous mécaniques et non plus par les pompes hydrauliques. Et les volets sont bien up, rentrés, C'est bon, je veux confirmer. rentrés, voyant éteint et le freinage sur off. La checklist après décollage est terminée. Pour moi, le décollage est terminé. Je vais faire une dernière chose parce que nos passagers ils aiment ça. Oui. Je les autorise à retirer leur ceinture. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est toujours un plaisir. Des petits pouces bleus également. Posez vos questions, ça nous donne aussi des idées pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance de simulateur avec Arnaud. À bientôt. A bientôt. On va faire un tonneau. Comme ça je rajoute un... Là là là. Bon, je l'ai pris un peu lent au niveau de la vitesse. Ah ouais, je l'aurais fait... Ah ouais. Un peu lent, un peu bas. C'est énorme ça. Un peu lent, un peu bas quand même. Hein. Ouais, putain. Dans la vraie vie, j'aurais pas été conscient. J'aurais pas été. Tu l'aurais pas fait dans tous les cas. Non. Je pense. Et en passant sur vitesse en plus, s'il vous plaît. J'appuie sur le bouton.